C'était Derrière le jour de Béris et Albin de la Simone et je reçois à présent notre chroniqueur philosophe Michel Binette pour parler d'amour. Bonjour Michel. Bonjour, merci. Et votre chronique est encore une fois dans l'air du temps, je vous remercie. Oui. Pourquoi parler d'amour en philosophie? Oui, c'est une bonne question. En fait, même le mot amour est inscrit dans le mot philosophie, hein, philos, sophia, d'origine grecque, donc le philos, l'amour, de sophia, la sagesse. Donc, c'est le moteur principal, en fait, des philosophes, c'est-à-dire cette quête de la sagesse. Puis c'est comme ce moteur, en fait, en philosophie, on le voit, on essaie d'aller aux causes des choses. Donc, l'amour, en philosophie, comme dans la vie, c'est comme cette espèce de force, en fait, qui nous met en mouvement, qui nous met... si on aime quelqu'un, on aime quelque chose, c'est comme une espèce d'attraction. On veut aller vers, on veut se déplacer, on veut ce mouvement vers. Donc l'amour est la source, en fait, de cette quête de la sagesse. Et est-ce que tous les amours sont les mêmes? Parce qu'il y en a différents types, il y en a différents niveaux, le désir, l'intérêt, la passion. Quelles sont les différences entre tous ces différents amours? Oui, c'est une bonne question, parce qu'en effet, il y a différents niveaux. Et il y a l'amour qu'on dirait avec un grand A, c'est-à-dire l'amour inconditionnel pour quelqu'un, pour l'humanité, pour la vie. Il y a aussi les désirs, et les désirs qui sont à un autre niveau. C'est pas mauvais en soi, seulement qu'il y a une distinction à faire. Comment on vit ces différents niveaux. Parce que le désir, on le sait, c'est quelque chose qui est plus impulsion, momentanée. À mesure que le désir s'assouvit d'une certaine façon, un autre vient. Donc, c'est comme... donc, ça dépend où on met notre conscience ou notre centre. Si c'est sur les désirs, ça va être constamment un changement quotidien. Avec un niveau élevé d'amour, par exemple, c'est quelque chose qui est plus durable dans le temps, qui s'entretient, qui se vit au jour le jour, et puis qui n'est pas le même niveau. Donc, il faut savoir les reconnaître, je dirais, et bien les vivre, en fait. Il y a aussi l'amitié, il y a l'amour entre des personnes, l'amour de la famille, la fraternité. Comment les situer tous? C'est un peu la même idée où ces différents niveaux, qui sont tous, comment je dirais, nécessaires et comment je dirais, que tous nous y avons accès, tous nous le vivons. Il y a ces niveaux entre personnes je pense qu'on vit le plus, qu'on est plus au contact. Mais il y a aussi la famille, la fraternité à un autre niveau, qui est un amour envers l'humanité. Mais évidemment, c'est pas aussi simple que de le dire. Je suis fraternel, mais il y a des prérequis. Comment vivre ces différents niveaux, c'est une autre question. En fait. Avec la Saint-Valentin qui arrive dans une semaine, j'imagine que c'est pas un hasard. Comment on fait pour vivre l'amour dans notre vie quotidienne? Comment on l'exprime? En lien avec ces différents niveaux, justement, où si c'est envers une personne, mais aussi envers un art, si j'aime la musique, si j'aime faire de la musique, si j'aime écrire, si j'aime la télé, si j'aime... peu importe le niveau. En fait, c'est se rappeler où est-ce que je mets ma conscience dans tout ça. C'est-à-dire comment je vais... où est-ce que je vais mettre le centre? Parce que souvent, on peut se tromper en mettant notre centre, ou plutôt nos actions vers un désir, alors que c'est pas nécessairement quelque chose qui va être durable. Donc, on va être déçu en lien avec le vécu. Et l'amour avec, je dirais, sur une durée, c'est-à-dire le sentiment d'aimer soit quelqu'un ou soit un idéal qu'on peut avoir dans notre vie, il faut travailler. C'est un peu un peu à chaque jour, cette mémoire, mettre de la volonté, parce qu'on oublie. C'est-à-dire, on aime des gens ou des choses, mais on oublie. Et à chaque jour, on tombe dans une espèce de routine. On peut tomber un peu mécanique. C'est-à-dire, on peut tomber dans une espèce d'habitude qu'on oublie de dire aux gens qu'on les aime. On oublie de mettre de l'effort vers un rêve. On oublie parce qu'on tombe dans cette espèce d'amnésie, en fait. Donc, il faut se développer un peu des petits trucs pour se rappeler chaque jour. Est-ce que ce genre de fêtes annuelles comme la Saint-Valentin, les anniversaires ou plein d'autres occasions, ça permet justement de raviver cette flamme, de sortir de la routine de l'amour? Oui, si on y met vraiment une attention, c'est-à-dire si on se ressent, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est pour moi, et si on réfléchit réellement, et non pas faire justement ces fêtes parce que tout le monde le fait, ou... je sais pas, mon conjoint, ma conjointe va me bouder si je lui donne pas des fleurs,
Mais si c'est plus de se recentrer, c'est quoi le centre? Où je veux aller dans ma vie, en fait. Et on ravive un peu un amour vers un idéal, ou aussi qui inclut les gens dans notre vie, en fait, ou les rêves dans nos vies, qui doivent être ravivés, maintenus. C'est comme un feu, en fait, cet amour. La Saint-Valentin, c'est une fête qui est notamment associée à tout ce qui est commercial. Est-ce que cette fête peut avoir un sens philosophique, selon vous? On essaie de remonter à l'origine. C'est sûr que ça remonte quand même longtemps, ces fêtes. Et souvent sont basées sur d'autres fêtes préalables qui viennent d'anciennes traditions très profondes. Donc, c'est sûr, la Saint-Valentin, les personnages, il y a par exemple, ce Cupidon à la Saint-Valentin. Et ce qui est intéressant, si on va à l'origine, en fait, Cupidon est une divinité romaine. D'influence gréco-romaine, mais ce qui est intéressant, ce personnage est né d'une union entre Vénus qui est aussi la déesse de l'amour, et Mars, qui est le dieu de la guerre. Donc, ça nous fait réfléchir, en fait, que cette union entre un principe d'amour et un principe plus guerrier naît de ça, cet amour, en fait, ce personnage qui va un peu se messager des dieux. Donc, c'est intéressant. Il y a une forme d'amour dont on entend parler, c'est l'amour platonique. Est-ce que ça vient de notre cher ami Platon, et qu'est-ce que ça veut dire? En effet, cet amour platonique, c'est un peu l'amour des principes, l'amour des archétypes, l'amour vers ce qui est plus élevé, vers ce qui est plus grand que nous, en fait. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on peut entre deux personnes. Donc, c'est un amour, mais oui, ça peut être entre deux personnes, mais c'est plus une espèce de fraternité, de fraternel ou d'âme-sœur, par exemple. C'est-à-dire qu'on se reconnaît d'âme à âme. Et donc, il y a un amour qui est au-delà de l'aspect physique, si on veut, qui n'est pas... Et que il n'y a pas d'attente en retour d'avoir quelque chose parce qu'on s'aime ou je sais pas quoi. Est-ce qu'on peut souffrir en amour? J'imagine que oui, mais quel est l'avis des philosophes entre cette association entre amour et douleur? Il y a un peu comme on en a parlé plus tôt au niveau des différents niveaux, la douleur peut être associée on s'est trompé de niveau dans le sens où c'était un amour qui était plus une attente. On attendait quelque chose de quelqu'un ou de quelque chose, donc on va se décevoir parce qu'on s'est attaché à une espèce d'image fantaisiste, en fait, d'une situation, en fait, qui n'était pas nécessairement de l'amour. Donc, c'est pour ça qu'il faut être clair au niveau où est-ce qu'on en est. C'est-à-dire, est-ce qu'on est en telle situation parce que par désir ou par réellement amour. L'amour, ce qui est plus inconditionnel, peu importe ce que j'ai en retour ou non. Donc, la souffrance en amour, c'est un décalage entre nos idéaux et la réalité de l'autre, c'est ça? Ça peut être ça, ou un attachement envers quelque chose, une forme, une image, en fait, qui est une fantaisie qu'on s'est créée soi-même, si on veut. On parle de philosophie, mais est-ce que dans la mythologie, l'amour a un rôle? C'est super intéressant parce qu'on le voit souvent dans plusieurs anciennes traditions où l'amour, je donne un exemple de la mythologie grecque, où à l'origine de l'univers, il y avait ce principe qui s'appelait Eros, en fait, qui est on pourrait l'appeler un dieu primordial. En fait, c'est intéressant parce qu'il nous dit que l'amour, en fait, l'éros, c'est-à-dire cette attraction, cette force, était là dès l'origine de l'univers. Parce qu'ensuite, dans la généalogie, il y a, le début, le chaos, il y a Gaïa, il y a l'éros, en fait, ensuite, différents niveaux, les titans, jusqu'à arriver aux Olympiens, et ensuite les êtres humains, dans cette mythologie. Mais ça nous dit qu'il y a un peu comme on le voit même aujourd'hui en science, c'est-à-dire il y a eu au début de l'univers le Big Bang. Et le Big Bang, ensuite, il y a eu les forces primordiales, qui est d'attraction, que la matière s'unit à elle-même. Donc, les anciens avaient capté un peu cette même idée, mais dans les principes. Donc, c'est comme si, aujourd'hui, plutôt où on en est comme être humain, comme dans l'évolution, on cherche aussi cette union primordiale, mais s'unir à quoi? Et donc, ça nous ramène aussi à la mythologie, par exemple, avec le mythe de Psyché, qui est aussi un autre mythe qui est lié à Cupidon, justement, où il y a Vénus, mais Psyché représente un peu nous, en fait, c'est-à-dire Psyché qui devient l'âme, en fait, l'âme qui est le pont entre le monde concret et le monde des idées, le monde des principes, c'est-à-dire l'être, qui on est réellement.
Et donc, dans ce mythe, Psyché va avoir des épreuves pour retrouver ce Cupidon, en fait, qui est retrouvé, en fait, le contact avec son âme immortelle. Donc, c'est un peu cette quête de l'être humain de chercher, c'est quoi le sens à ma vie? Qui je suis? Vers où je veux aller? Qu'est-ce que je veux vivre? Et il y aura des épreuves pour y arriver, en fait. Donc, c'est un peu ce que ce mythe nous raconte en même temps. L'amour a donné lieu à beaucoup de dictons. L'amour rend aveugle, l'amour donne des ailes. Est-ce que ça évoque vraiment quelque chose? Est-ce que ça a une signification réelle, selon vous? Ouais, ça dépend aussi des niveaux. Rend aveugle parce que on peut, il y a un bon côté, il y a un côté plus, comment je dirais, on veut ignorance, mais un côté où, on veut se centrer sur ce qui nous attire, vers où on veut aller, vers un idéal, par exemple, des idéaux vers lesquels on veut aller. Donc, on peut ne pas voir les obstacles vers ça, donc ça peut être problématique. Mais aussi, si donne des ailes, c'est parce que ça rend léger. Quand on aime, comment on le sent? Souvent, on sent pas... on sent pas lourd, au contraire, on va se sentir léger, on sent le cœur rempli. Donc, c'est un peu un état à chercher, en fait. C'est un peu, ça revient à cette quête de Psyché, en fait. C'est-à-dire chercher cet état d'amour au quotidien et vivre les épreuves avec intelligence, en fait. Par exemple, l'intelligence, pour les anciens, c'était le siège de l'intelligence, plutôt, pour l'Égypte ancienne, par exemple, c'était le cœur. Le cœur, c'est l'amour aussi. Donc, c'est intéressant parce que ça nous dit de vivre la vie avec intelligence, donc avec amour. Ça ne veut pas dire d'aimer inconditionnellement tout ce qui nous arrive, mais c'est plutôt de rencontrer avec une espèce d'intelligence du cœur ce qui nous arrive pour aller chercher qu'est-ce que je peux apprendre de l'événement, qu'est-ce que je peux apprendre de la vie, qu'est-ce que je peux comprendre, qu'est-ce que je peux apporter avec moi. Et ça nous rend plus légers, la compréhension nous rend plus légers aussi. Dans une actualité qui est parfois tendue à travers ce contexte géopolitique, économique, social, est-ce que l'amour peut jouer un rôle au niveau sociétal? Est-ce que l'amour peut apporter la paix, tout simplement? Oui, c'est une bonne question, parce qu'en effet, c'est pas simplement, on dit, on s'aime les uns les autres. Évidemment, si c'était le cas, on serait peut-être déjà en paix, mais on voit que c'est pas si simple que ça. Mais oui, ça prend un moteur qui dit, qui nous amène, qui nous appelle à une espèce d'idéal de fraternité, qui nous amène à chercher l'union, à s'unir. Donc, qui cherche à faire la paix, en fait. Mais cette paix doit être le fruit d'une intelligence, c'est-à-dire il y a des différences, il y en a et il y en aura toujours. Donc, c'est comment on résout les conflits, justement, dans les différences, qui, plutôt, cet amour doit être le moteur de la résolution du conflit, en fait, avec l'intelligence du cœur, c'est-à-dire au-delà de nos différences qui paraissent parfois insurmontables, mais si on s'accorde on cherche cette union, cette paix, cette fraternité, on va trouver des solutions. On va trouver des ponts. On va construire des ponts et non pas des fossés ou des murs entre les peuples. Donc, c'est un principe pas évident à vivre, mais qui nous demande tout, en fait, qui demande tout de l'être humain. C'est-à-dire de raviver en nous qu'est-ce que la fraternité, qu'est-ce que l'humanité, qu'est-ce que l'humanisme, qu'est-ce que l'idéal d'humanité. Parce que faut réfléchir, si on s'en va dans le conflit, c'est quoi la fin de ça? Il n'y aura pas de fin. On connaît la fin et on a vu dans l'histoire comment que ça peut mal finir, justement. Mais donc, il faut réfléchir avant que ça dérape ou que ça décale. OK, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Mais nous, comme individus, au quotidien, on peut le faire aussi. C'est-à-dire, au quotidien, comment je résous mes conflits avec les amis, la famille, avec mon conjoint, ma conjointe. Comment je résous mes propres petits conflits, qui sont pas petits parfois, mais qui sont... comment est-ce que je les résous par le conflit ou la confrontation ou plutôt, si c'est la confrontation, mais dans un bon sens, c'est-à-dire des fois, les problèmes, on veut les éviter, on veut juste les mettre de côté. Donc, il n'y a pas de confrontation. Donc, il doit y avoir une bonne confrontation avec l'intelligence du cœur pour résoudre ces conflits. Bon, c'est un beau programme. Merci beaucoup d'être venu nous parler d'amour. Je vous souhaite donc une bonne Saint-Valentin et puis on se retrouve pour la prochaine chronique sur un autre thème dans l'air du temps. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup pour l'invitation.